Bienvenue sur les antennes de Burkina Info et bienvenue également sur le plateau de cette émission alternative. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver sur ce plateau pour analyser des sujets d'intérêt majeur pour le Burkina Faso en ce qui concerne le développement durable. Encore bienvenue à vous, fidèles téléspectateurs de cette émission. Aujourd'hui, il sera question de l'utilisation des produits chimiques dans l'agriculture et j'ai le plaisir de recevoir pour vous Monsieur Manoé René Sanou, qui est ingénieur agronome et chef de service des pesticides au ministère de l'Agriculture. Bienvenue. Merci. Je reçois également pour vous M. Razak Belemiégré et lui, il est directeur du Centre de recherche et de formation agroécologique et en agriculture biologique à l'association Bionéré. C'est bien ça? Merci. Bienvenue à vous. Merci. Merci à tous les deux de répondre présent à cette invitation de Burkina Info pour analyser cette situation aujourd'hui parce que c'est la période, la saison agricole est bien entamée et il y a un constat sur le plateau, sur le terrain bien entendu, celui de l'utilisation abusive des produits chimiques dans les champs. Nous en parlons aujourd'hui avec vous et bienvenue à nouveau sur le plateau de l'émission alternative. Alors, nous allons débuter cette émission avec M. Sanou. Nous avons fait un constat sur le terrain. Les produits chimiques sont utilisés de façon abusive dans les champs, surtout en milieu rural, et les emballages sont abandonnés dans tous les coins de la rue au niveau donc de ces localités. Selon vous, pourquoi cette situation? Comment en sommes-nous arrivés là? Ok, je remercie à l'entame de cette émission la télé Burkina Info pour nous avoir invités en tout cas, à cette tribune qui nous permet en tout cas d'échanger sur ce sujet. Et également, c'est une occasion pour nous de mettre l'accent encore une fois de plus sur la sensibilisation des populations en ce qui concerne ces produits. Alors, pour revenir à votre question, il faut dire que l'utilisation abusive des pesticides, c'est un constat également que nous faisons sur le terrain et surtout au niveau des herbicides. Et, parce que c'est effectivement la période. Et il faut dire que cela est justifié au niveau des producteurs par plusieurs raisons, et dont la plus importante, c'est l'insuffisance de main-d'œuvre. Et il nous revient en tout cas régulièrement que au niveau des villages, de plus en plus, la question de main-d'œuvre se pose parce que beaucoup de jeunes maintenant s'adonnent en tout cas à d'autres activités que les activités agricoles, et notamment l'orpaillage par exemple, qui occupe pas mal de jeunes dans certaines localités. Il y a aussi la scolarisation des enfants, des jeunes, et qui fait que en tout cas, la question de main-d'œuvre se pose et cela amène les producteurs à utiliser beaucoup les herbicides. Alors, M. Belemiégré, vous qui êtes donc, qui vous investissez dans le domaine de l'agroécologie et de l'agriculture biologique plus précisément, comment appréciez-vous cette situation? Alors, donc moi je pense que je rejoindrai un peu M. Sanou dans ce sens parce que le constat est très très amer. Et quand vous voyez, vous avez dit peut-être à l'introduction que c'est beaucoup utilisé en milieu rural. Et moi je dirais que même en milieu urbain, actuellement quand vous regardez à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, c'est-à-dire dans les villes et périurbaines. Voilà. Des points de maraîchage des points de production maraîchère, vous allez voir que les gens utilisent, surtout les maraîchers, utilisent de façon excessive, bien sûr, tout ce qui est produits chimiques, voilà, notamment les engrais, les pesticides, les herbicides, etc., les insecticides, les herbicides. Alors, donc, on peut dire tout simplement que l'usage vraiment de ces intrants, voilà, qui est très très nuisible, très très dangereux pour l'environnement, l'humain, le consommateur, etc., ben, devient vraiment un quotidien pour les agriculteurs. Mais certes, je pense que ça c'est un combat quand même de longue haleine à mener, mais de toute façon, il faut dire que le constat actuellement est au-delà même des chiffres, voilà, soi-disant qu'on ne devrait pas dépasser. Donc nous sommes allés au-delà de ces états de lieu qu'on devrait faire, voilà. Donc, je pense quand même que le cas aujourd'hui est très, très inquiétant. Voilà. Vous investissez dans l'agriculture biologique. Il y a deux termes qui émergent de ce secteur-là. C'est l'agroécologie et l'agriculture biologique. Est-ce qu'il y a une nuance
Il faut dire tout simplement, aujourd'hui nous sommes dans un combat qu'il ne faudrait pas aller dans ce sens de la définition ou encore chercher vraiment la différence de ce concept, de ces deux concepts, mais c'est de pouvoir solutionner un tant soit peu le problème d'utilisation abusive à outrance de ces intrants de synthèse. Mais il faudrait dire tout simplement que l'agroécologie et l'agriculture biologique, vous voyez quelqu'un qui fait de l'agroécologie, qui vise vraiment pour l'autosuffisance alimentaire, voilà, et l'indépendance de l'agriculture, voilà, de l'agriculteur, du producteur, aujourd'hui, qui forcément n'a pas besoin d'un label, d'une certification bio. Donc, l'agriculteur, l'agroécologiste n'a pas besoin forcément de ça. Il vise vraiment pour son autoproduction, pour l'autoconsommation, alors que le bio est vraiment sur un niveau donné qu'il faut vraiment une certification. Qui d'aujourd'hui fait de l'agriculture biologique doit pouvoir répondre à deux questions, notamment quel organisme l'a certifié et quel est son certificat qu'il détient. Donc, pour ne pas faire trop de nuances là-dessus, il faut dire que les deux mènent vraiment un objectif bien défini, bien déterminé. L'agroécologie et l'agriculture biologique font en même temps le même chemin, quoi. Alors aujourd'hui, nous faisons face à deux pratiques agricoles, l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique. Dans le volet conventionnel, il y a cette question qui nous amène donc à mener le débat aujourd'hui sur ce plateau, l'utilisation des produits herbicides et ainsi de suite. Monsieur Sanou, quels sont les types de produits spécifiques utilisés dans ce domaine-là et quels sont leurs avantages et leurs inconvénients, bien entendu? Bon, il faut dire qu'au niveau de l'agriculture conventionnelle, il y a plusieurs types de pesticides qui sont utilisés. Et vous avez les herbicides, c'est-à-dire des produits qui sont destinés à tuer les mauvaises herbes. Vous avez les insecticides qui sont destinés à tuer les insectes. Vous avez des fongicides qui sont destinés à tuer les micro-organismes qui sont des champignons, les bactéricides, ainsi de suite. Mais il faut dire que le plus important de ces produits-là, c'est les herbicides. Voilà, donc lorsqu'on prend en tout cas la gamme des produits pesticides, et les herbicides en termes d'utilisation représentent la plus grande part. Et au niveau de notre pays, en termes d'importation, c'est environ 60% des produits qui sont importés au niveau de notre pays. Voilà. En avons-nous vraiment besoin? Oui, les pesticides sont nécessaires, je dirais même en tout cas au stade actuel des choses, ils sont indispensables parce qu'il se trouve que la plupart de nos cultures, en tout cas, sont très sensibles aux nuisibles. Je prends l'exemple de coton et des cultures maraîchères que nous produisons. Ce sont des cultures qui sont sensibles et des cultures également qui ont une gamme variée d'organismes nuisibles et qui vont causer en tout cas beaucoup de dégâts, voilà, sans l'utilisation des produits pesticides. Donc, au niveau de la culture maraîchère, par exemple, vous prenez une culture comme la tomate qui fait face à beaucoup de nuisibles. Et aujourd'hui, je pense que le nuisible le plus important au niveau de la tomate, c'est la mineuse de la tomate qu'on appelle la Tuta absoluta, voilà, qui fait beaucoup de dégâts. Donc, pour lutter contre en tout cas, cet organisme-là, il faut passer en tout cas entre autres par les pesticides. C'est la même chose pour le maïs. Avec la chenille légionnaire. La chenille légionnaire aujourd'hui qui fait beaucoup de dégâts sur le maïs. En tout cas, sans les pesticides, c'est très difficile qu'on puisse arriver à une autosuffisance alimentaire. Voilà. Alors, c'est toute une politique autour donc, de ces produits chimiques. On entend parler de produits homologués et non homologués. Et apparemment et visiblement plutôt, ce sont les produits non homologués qui se retrouvent donc en vente dans tous les coins de la rue en milieu rural. Et même les maraîchers, comme M. Belmigré l'a dit à Ouaga, trouvent le moyen de s'en procurer. Et surtout, le problème s'est révélé au niveau des zones frontalières avec le Ghana ou peut-être le Niger ou le Nigeria si je ne m'abuse. Et vous, comment arrivez-vous à contrôler cela? Donc, il faut dire que il y a deux sortes de produits qu'on retrouve sur le marché.
Il y a ce qu'on appelle les produits homologués. En fait, ce sont des produits qui ont fait l'objet d'une certaine évaluation. Voilà, on va faire une évaluation par exemple sur l'efficacité du produit, voilà, par rapport aux nuisibles que le produit est censé combattre. On va faire une évaluation sur l'environnement pour voir est-ce qu'après l'utilisation du produit, est-ce que le produit ne reste pas de façon permanente dans la nature et pour ensuite contaminer la chaîne alimentaire. On va évaluer le produit sur, sur les personnes. Voilà. Lorsque les personnes sont exposées à ces produits, et quels peuvent être les effets, et également sur deux éléments de l'environnement. Donc, c'est après l'ensemble de ces évaluations qu'on peut dire que, en tout cas, bien sûr, à l'issue de l'évaluation, si on arrive à la conclusion que si le produit est utilisé dans de bonnes conditions, il n'a pas un effet inadmissible sur la santé de l'homme, des animaux et l'environnement, on déclare alors que le produit est homologué. Voilà, au cas contraire, le produit n'est pas homologué. Donc, les produits qu'on appelle couramment les produits de fraude, ce sont des produits sur lesquels on n'a pas fait d'évaluation. Donc, ce sont ces deux catégories de pesticides. Et normalement, les pesticides, en tout cas homologués, s'ils sont utilisés dans de bonnes conditions, donnent des résultats en tout cas satisfaisants, tout en protégeant la santé de l'homme et l'environnement. Je parlais tantôt des nuisibles qu'on retrouve, en tout cas qui font beaucoup de dégâts sur les cultures. Il y a des nuisibles, par exemple, lorsqu'on n'applique pas en fait, les pesticides, les dégâts peuvent atteindre 100% de la production. Ouais, c'est-à-dire que le producteur peut ne pas récolter. Voilà. Donc, normalement, si on utilise des produits homologués, puisqu'ils ont été évalués sur ces nuisibles, normalement, on devrait avoir, en tout cas, un taux d'infestation. Bon, en tout cas, ça doit normalement amoindrir le niveau d'infestation et de telle sorte que, bon, même si on retrouve quelques, en tout cas, populations de ravageurs dans le champ, le producteur quand même peut récolter, peut avoir un rendement assez important et satisfaisant. Alors, M. Belemigré, M. Sanou vient de le dire, les pesticides sont nécessaires selon lui, mais quand même, nous constatons que le monde agroécologique arrive à produire sans ces produits-là. Comment vous vous y prenez? Alors, donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une question d'actualité, mais il faudrait dire sincèrement que, bon, aujourd'hui, la plupart des producteurs se sont donnés, bien sûr, à la facilité. Voilà, et je pense qu'ils l'ont dit, aujourd'hui, il y a pas mal de facteurs qui limitent la production, notamment les mauvaises herbes, les facteurs nuisibles internes ou externes, c'est-à-dire les ravageurs, des maladies qu'ils ne connaissent pas d'ailleurs. Et c'est ça, et bien sûr, par exemple, le départ de ces jeunes, voilà, du village pour la ville ou encore d'autres pays, qui occasionnent bien sûr l'utilisation de ces intrants de synthèse. Alors, aujourd'hui, en agroécologie, il faudrait dire que nous, sincèrement, nous luttons fortement contre l'utilisation que ce soit des herbicides, que ce soit des engrais, que ce soit des insecticides. Non seulement que, bon, quand on regarde la plupart vraiment de l'utilisation de ceux qui prônent ou encore qui l'utilisent, visent derrière un rendement. Donc, et comme on le dit d'ailleurs, bon, le rendement, même s'il est atteint, des fois, il faut dire que la qualité de ces aliments reste quand même à désirer. Et que ce soit au niveau environnemental, au niveau humain, au niveau des animaux, etc. Bon, on constate toujours pas mal de dégâts autour de ces différents composants de l'environnement. Alors, aujourd'hui, l'agroécologie, en tout cas, lutte, comme je l'ai dit, mais propose des solutions qui puissent être en tout cas des alternatives à l'usage de ces produits de synthèse. Vous allez voir pas mal d'innovations. Qu'en agroécologie, les gens le font, ils arrivent à le faire. Nous, par exemple, nous avons un centre qui n'a jamais utilisé d'herbicides ni de pesticides, voilà, mais qui arrive à produire suffisamment et même des rendements qui n'ont rien, un bon rendement, des rendements qui n'ont rien à comparer, par exemple, avec l'agriculture conventionnelle qu'ils utilisent. Donc, moi, je dirais vraiment qu'aujourd'hui, la plupart de nos producteurs se sont donnés à cette facilité-là et qui les amène à l'utiliser. Et moi, je pense qu'il y a 50 ans de cela, ben, le Burkina Faso ne connaissait pas un certain nombre de produits. Mais cela ne veut pas dire que ce fléau qui arrive aujourd'hui ben, a tout changé parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre, par exemple. Mais en même temps, il y a d'autres solutions, d'autres alternatives. Aujourd'hui, quand on arrive vraiment à mécaniser l'agriculture,
à la taille humaine, je penserais qu'on peut ne pas utiliser ces produits. Il y a pas mal de pays aujourd'hui qui n'en utilisent plus. Et quand vous regardez, par exemple, la plupart de ces produits qui reviennent ici, comme ils l'ont dit, généralement, vous allez voir que 50% de ces produits viennent de la Chine. Et ceux qui l'utilisent, ils ne connaissent rien de ces produits, ils ne savent pas lire et qui se réfèrent par exemple à ces revendeurs de ces produits qui ne savent ni lire ni écrire d'ailleurs, qui ne savent pas la composition de ces produits. Et ni le dosage. Ni le dosage surtout. Et comment se comporter pour l'utiliser, ils n'en savent pas. Voilà, et plus de 30% vient par exemple de la France et les autres viennent de l'Afrique, notamment le Ghana, etc. Mais quand on regarde le danger, ces pays qui nous envoient par exemple ces produits, je vous dis qu'aujourd'hui, il y a de ces produits-là qui ne peuvent plus être utilisés. Là-bas chez eux. Là-bas chez eux. Quand vous prenez par exemple le glyphosate, par exemple, en Europe, au niveau zone UEMOA, par exemple, ils n'utilisent pas. L'Union européenne, ils n'utilisent pas et c'est interdit parce que c'est un produit cancérigène. Mais je vous dis que dans nos assiettes, dans mes assiettes et dans vos assiettes, bien sûr, vous retrouvez de la salade, utilisez ça pour cultiver. Et c'est cancérigène. Est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui, on est conscient que c'est un problème. Et du côté de l'agroécologie, on ne peut pas dire que c'est 100% réussi parce c'est toute une continuité. C'est actuellement que l'agroécologie commence à prendre de l'ampleur et ça devient un effet à la mode, bien sûr, pour d'autres personnes qui veulent le faire, mais c'est tout un processus. Et moi, je pense que nous pourrons produire sans l'utiliser parce que beaucoup l'ont fait. Et je vous rappelle, bien sûr, que dans les années 83, nous avons atteint l'autosuffisance, mais je ne pense pas que c'est à quel taux d'utilisation d'herbicides et de pesticides. Justement, donc on peut faire quelque chose. Justement, nous avons besoin que vous partagez votre expérience. Comment arrivez-vous à ne pas produire sans ces produits, tout en sachant que la tomate, comme M. Sanou l'a dit, est attaquée par des parasites, tout en sachant que le maïs est attaqué par des parasites également. Comment vous arrivez à maîtriser cela? Alors, aujourd'hui, il faut dire que c'est un débat très long parce que c'est pas la production commence surtout par la graine. Et quand vous allez voir, par exemple, le cas de la tomate que M. Sanou a fait cas, c'est peut-être une semence qui n'est pas produite ici. C'est une semence hybride, une semence OGM. Qui nécessite forcément des pesticides. Et quand vous prenez par exemple la fiche technique ou encore la boîte de cette tomate, on va vous dire utilise tant à tel jour, tel produit, à tel les types de produits à utiliser. Mais le producteur, s'il est malin, il veut faire autrement en utilisant des produits de décoction de plantes, il ne peut pas se sauver. Alors, donc ça veut dire que tout commence par la graine. Le choix de la semence. Le choix de la semence. Et quand vous prenez le maïs, ceux qui cultivent le maïs local, le maïs paysanne, voilà, le maïs, la semence paysanne, voilà, oui. Du moins, vous allez voir qu'ils ont moins de problèmes. Ils ont moins de problèmes en matière. Mais aujourd'hui, les gens parlent de rendement. Mais ils oublient ce qui est derrière le rendement. Même en termes de consommation, que ce soit la semence que vous allez utiliser au cours de ce cycle jusqu'à la récolte, vous allez traiter et vous n'allez jamais réussir. Alors qu'on peut produire sans même faire un traitement. Nous le faisons, nous avons des preuves claires de ça. On peut produire sans mettre de pesticides, ni même un traitement biologique là-dessus. Ça peut se faire et les plantes arrivent à se défendre seules sans que l'humain. Quand vous voyez une plante qui pousse dans la brousse, personne ne l'entretient, mais elle se défend très bien. Mais quand on le met dans une autre condition, un peu plus isolée et que nous voulons l'entretenir, il faut être aussi à mesure de pouvoir l'entretenir comme il faut. Donc ça dépend, c'est de la semence jusqu'à la récolte. Et tout ça, c'est y compris sa semence. Quelle semence nous utilisons pour ça? Et ça rejoint la question des intrants chimiques prohibés, etc. Parce que celui qui vous vend l'herbicide, c'est celui-là qui vous vend les pesticides, c'est celui-là qui vous vend les semences. Donc, il a eu un peu la mentalité à ce niveau. Donc, on est obligé de suivre à un moment donné. C'est ça, il est clair actuellement que c'est vraiment la situation et tout est lié à la semence, même au niveau du coton. Et le choix de la graine, du coton-graine qu'il faut semer, il y a toute une gamme de produits chimiques qui accompagnent forcément cette graine-là pour qu'elle puisse être récoltée plus tard, en fait. Et les gens prétextent également les cultures sur de grandes superficies, manque de main-d'œuvre pour utiliser ces produits-là. Mais il y a un élément important qui est ressorti ici, c'est
ce sont les conditions d'utilisation de ces produits. Et comment vous arrivez, même s'il y a des produits homologués, je suppose que les conséquences sont dramatiques lorsque les doses ne sont pas respectées. Bon, peut-être avant de revenir à la question, j'avais envie de demander à Razak, par rapport à son intervention, l'agroécologie, c'est les pratiques agroécologiques, quelles sont les superficies sur lesquelles ces pratiques sont appliquées? Ça, c'est bon, en fait, c'est une observation. C'est pour dire qu'en fait, que c'est vrai, le ministère, en fait, on n'est pas contre les pratiques agroécologiques. D'ailleurs, le ministère a une stratégie de promotion de l'agroécologie. Voilà. Mais il faut dire qu'au stade actuel, là, l'agroécologique a un stade, on va dire un stade primaire, embryonnaire. Parce que les pratiques, pour la plupart, sont adaptées à des petites superficies. Voilà. Il a fait cas également d'un élément dans les années 80. On arrivait à produire suffisamment. Et là également, on était combien de millions de Burkinabés? Nous sommes à près de 20 millions de producteurs. C'était l'agriculture peut-être familiale qui a réussi à Donc maintenant, il y a sauver la situation. Tout à fait. Le ministère a les soucis de produire pour 20 millions de personnes. D'abord pour manger et si possible exporter. Voilà. Donc lorsqu'on se met en tout cas dans cette posture, c'est difficile quand même qu'on puisse produire sur des petites superficies. Et il faut dire aussi qu'actuellement, la plupart des semences que nous utilisons, c'est des semences améliorées en fait, qui ont leurs exigences, également les sensibilités par rapport aux nuisibles. Donc, lorsque vous les semez, naturellement, il faut que, en tout cas, vous appliquez en tout cas certaines pratiques pour les permettre en tout cas d'exprimer le meilleur de leur potentiel. Parce qu'aujourd'hui, on est obligé d'utiliser en fait les semences améliorées parce que vous savez bien que nous faisons face à des changements climatiques qui exigent qu'on utilise certaines variétés, par exemple, adaptées voilà, à la pluviométrie. Voilà, donc les variétés assez courtes, par exemple, pour les zones où les déficits pluviométriques, en tout cas, se sentent plus. Et voilà, les variétés qui ont un cycle plus long pour les zones où, quand même, il y a une certaine pluviométrie. Donc, l'ensemble de ces facteurs font que les semences paysannes, on est obligé quand même, en tout cas, voilà, de dire aux producteurs, en tout cas, d'adopter certaines, en tout cas, les semences améliorées, voilà, pour faire face, en tout cas, au changement climatique. Voilà. Mais il y a également d'autres personnes qui arrivent toujours à produire avec les semences paysannes bien sûr. Et en tirer de bons rendements. Et nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous allons rapidement rappeler les conséquences sur l'environnement et sur l'être humain de tous ces produits, qu'ils soient homologués ou pas. Il y a des conséquences et il faut effectivement que la population en tienne compte, que la population ait une certaine mesure face donc à l'utilisation de ces produits-là. Nous allons revenir avec très rapidement, en quelques minutes, quelles sont selon vous les conséquences sur l'environnement, sur la santé humaine et quel est l'appel que vous lancez à l'endroit de nos agriculteurs. Alors, donc moi je pense que bon, nous en tout cas dans notre combat, on n'essaie pas en tout cas de faire des recommandations, surtout à l'endroit des décideurs politiques qui peuvent en tout cas influencer, à les informer, à les montrer. Souvent, il faut dire que les textes de loi qui existent ou encore ils sont peut-être méconnus, que ce soit les questions de semences, que ce soit les questions d'intrants de synthèse. La plupart de ceux qui les adoptent ne sont pas techniciens en la matière. Donc, ils laissent passer, par exemple, des textes de loi qui sont un peu un frein pour les agriculteurs, pour les petits agriculteurs. Alors, au niveau également des producteurs, c'est de passer toujours pas des sensibilisations et leur dire, les informer ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. À contrario de ne pas l'utiliser, c'est de se pouvoir bien se protéger pour le faire. Donc le combat est fait à plusieurs niveaux. Mais j'en finirai pas pour... Je dirais peut-être aussi à M. Sanou que ceux qui nourrissent le Burkina Faso aujourd'hui n'ont pas plus d'un hectare. Plus d'un hectare en production céréalière, que ce soit maraîchère. L'agriculture familiale. Familiale, c'est quoi? C'est la famille. Aucune famille au Burkina ici n'a plus de 5 hectares de production céréalière et ni de maraîchage. Donc, c'est-à-dire, c'est à nous de revoir notre façon de faire. Voilà, mais ça, c'est le coton, c'est le sésame. Qui mange le coton ici, qui mange le sésame? Moi, j'en connais pas.
Donc, et ceux qui sont dans l'agriculture familiale qui ont 1 hectare. Et moi, je dis 1 hectare, pour moi, utiliser des produits très dangereux, très nocifs. Ils sont d'ailleurs indépendants de ces produits. Ben, moi, je dirais que non. Dépendant de ces produits, moi, je dirais que ce n'est pas nécessaire. Ayant vu ailleurs et ayant fait ce que nous appelons des expérimentations, je dirais que voilà, on peut le faire. C'est surtout le maraîchage, puisque les salades se retrouvent au quotidien dans nos assiettes. Monsieur Sanou, quand on voit comment travaille le ministère, votre département, à chaque fois que vos équipes font des chargements et des déchargements, ils sont véritablement protégés. Ce qu'on ne voit pas au niveau de la population lorsqu'elle utilise ces substances-là sur leur champ. Et vous, qu'est-ce que vous avez à leur dire très rapidement? Qu'est-ce que vous faites à ce niveau? Bon, ok, à ce niveau, d'abord, nous faisons des contrôles. Et les contrôles, en tout cas, internes. Également, et les contrôles au niveau des frontières. À cela s'ajoute les sensibilisations que nous faisons. Et à travers surtout des formations. Actuellement, nous avons une formation en cours. Et chaque année, en tout cas, on essaie autant que se peut de faire des formations. Et au niveau d'abord des directions régionales de l'agriculture qui sont en tout cas proches des producteurs, également et en demandant aux agents qui sont à ce niveau de former également les producteurs. Donc nous passons également par certains en tout cas médias. Voilà, je pense que c'est également la répression parce que très rapidement, vous avez des entrepôts au niveau donc, de votre service où vous faites souvent des descentes et des saisies pour décourager certaines personnes. En tout cas, nous sommes à la fin de cette émission. C'est clair que le sujet n'est pas épuisé et Dieu faisant, nous allons revenir sur cette question parce qu'il y a toute une loi autour donc, de ces produits-là et il faut également sensibiliser la population, les agriculteurs parce que nos vies, en réalité, on peut dire que ce que nous mangeons vient directement de leur champ. Alors, il est important de manger sain pour bien se porter. Merci à tous les deux d'être passés sur le plateau de cette émission alternative. Je rappelle que je recevais pour vous, fidèles téléspectateurs, M. Manoé René Sanou, qui est ingénieur agronome et chef de service des pesticides au ministère de l'Agriculture. Et je recevais également M. Razak Belemiegre, qui est directeur du Centre de recherche et de formation en agroécologie et en agriculture biologique à l'association Béonère. Et merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. Et merci à vous, fidèles téléspectateurs de cette émission. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. Plaise à Dieu.